Alors, je vous invite à vous présenter rapidement un petit peu votre background, vos diverses expériences et un petit peu comment vous êtes arrivé dans le milieu de la crypto. Allez, c'est à vous. Merci. Moi, j'ai décidé que j'allais commencer, c'est comme ça. Alors, moi, je m'appelle Maude. Hem, je travaille, dans la blockchain, dans la crypto depuis 2017. Avant ça, j'ai travaillé dans des startups, enfin dans une startup, technologie, rien à voir avec la blockchain, dans les véhicules autonomes et la mobilité autonome. Et j'ai commencé dans la blockchain en 2017 en rejoignant un exchange basé en Suisse, où je suis aussi basée. Et je travaillais dans cet exchange pendant 3 ans. Et ensuite, j'ai rejoint Alephium depuis juin 2021. Et chez Alephium, je suis responsable en gros de tout ce qui n'est pas le développement et le marketing depuis quelques temps. Voilà. Et du coup, je passe la parole à Vladimir, vu que je parlais de Très marketing. bien, ça marche. Bonsoir tout le monde. Moi, je suis Vladimir, originellement de Paris et du métier de la publicité. J'étais directeur artistique dans ma première vie. J'ai très vite pris le switch du digital. Il y a un moment, l'influence, les blogs, puis le social media. Et vers 2014, j'ai commencé à en avoir marre et j'ai découvert le Bitcoin. Et je suis tombé dedans comme Obélix dans le chaudron. Euh, Fan et depuis, j'ai rencontré la communauté de la crypto, j'ai aimé ce que ça faisait et depuis, j'ai fait un certain nombre de choses dans le space, que ce soit de bosser avec, des banquiers, des investisseurs, des projets pour la communication, pour comprendre, ce dont il s'agit et grâce à Polto, j'ai rencontré Alephium, d'abord, amicalement, puis, j'ai commencé à y travailler. Ça fait, à la fin de l'année, ça fera 2 ans que je suis associé au projet, que j'adore et avec des gens, assez formidables. Voilà, donc je m'occupe du marketing. Maintenant, Polto. Merci, merci. Donc, Polto ou Alexandre. Moi, mon background, je viens plus du monde du logiciel libre et open hardware. J'ai découvert Bitcoin relativement tôt, mais ça m'a mis vraiment beaucoup d'années pour commencer à y croire à peu près et de commencer à regarder un peu plus sérieusement. Ça m'a pris jusqu'à, je pense, 2015, 14-15 pour commencer à considérer un peu sérieusement. Et j'ai complètement switché en fait ma vie professionnelle autour de Bitcoin et de ce domaine vers fin 2017. J'ai rencontré Schenk, donc le fondateur du projet, assez tôt en 2019, je crois, juste après qu'il publie le white paper. Euh, on a un peu échangé, on est resté en contact et en 2020, je crois, pardon, 2021, j'ai rejoint le projet. Et moi, je suis plus actif sur les aspects stratégie et Lego. Ok, magnifique. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que pour mettre un petit peu tout le monde dans le bain, c'est que vous nous fassiez une présentation, mais vraiment rapide, du projet de Alephium. Je ne sais pas si je prononce bien. Tu prononces parfaitement. Du coup, Alephium, c'est une blockchain layer 1 qui le fondateur a eu l'idée de développer, a eu la volonté de développer Alephium en voyant un petit peu les choix technologiques qui étaient faits par la plus grande blockchain de smart contract, donc Ethereum. Et disons qu'il voulait offrir une alternative à ces choix technologiques parce qu'il estime que les trade-offs, et on estime que les trade-offs conviennent pas forcément à tout le monde, et que en faisant évoluer les corps technologies de Bitcoin, euh, en faisant évoluer les corps technologies de Bitcoin, on pouvait développer une blockchain pour les smart contracts et les tokens qui soit scalable, sécurisée. Pardon, je lis le chat au milieu, ça me perturbe. Qui soit scalable, sécurisé, décentralisé, mais aussi programmable. Et du coup, voilà, Alephium, ça élève les technologies de base de Bitcoin pour offrir une vraie alternative aux smart contracts d'Ethereum et de EVM. Si je dois le faire très vite. Polto, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ou Vlad? Bon, je crois que c'était plutôt pas mal. Peut-être si on veut rentrer un tout petit peu plus dans le détail, au niveau des choix,
c'est Proof of Work. Déjà, ça, c'était Proof of Work et UTXO, en fait, c'est les deux plus gros choix qu'on a fait au début. Bon, Sheng a fait au début du projet et qui sont assez radicaux, on va dire, dans le milieu, surtout quand il s'agit d'avoir une blockchain avec du sharding. Et pour l'instant, on pense que c'était des bons choix. Ok, eh ben merci bien pour cette rapide présentation. C'était simple, concis. Je pense que tout le monde a à peu près saisi le projet. Est-ce que vous pourriez nous dire, même si vous avez un petit peu commencé, de où est venue l'envie de créer ce projet, de quel besoin problématique vous êtes parti? Ouais. Alors, en fait, je peux raconter un petit peu l'histoire du fondateur qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'il ne parle pas français. Donc, Cheng, c'est le fondateur de Alephium. Il est venu en Suisse pour faire un PhD dans une école d'ingénieurs. Et un des sujets de sa thèse, c'était... alors, c'était quoi? Sa thèse, c'était sur les algorithmes asynchrones, byzantins, non linéaires. Enfin, bref. Le Là, consensus. Exactement, sur les consensus. Et en fait, c'est ça qui est sa thèse, en fait, a attiré, sur les mécanismes de consensus, a attiré l'œil de la fondation Ethereum. Et ils l'ont invité à venir présenter sa thèse à un des events, c'était je crois en 2015, à un des events de la fondation Ethereum. Et en fait, du coup, il a commencé vraiment à s'intéresser à l'univers de la blockchain et à vraiment à s'intéresser à ça, et notamment à Ethereum, vu qu'il avait été invité à la conférence. Et il y a certains choix technologiques qui avaient été faits par Ethereum avec lesquels il n'était pas nécessairement d'accord. Et il a voulu développer des alternatives, notamment un des choix, typiquement, c'était le passage au proof of stake, parce que il y avait quand même une vraie volonté de la part du fondateur d'utiliser des technologies qui avaient déjà été testées à large échelle. Et aujourd'hui, les technologies de Bitcoin, au final, ça reste le modèle UTXO et Proof of Work, ça reste les modèles les plus testés à large échelle. Et surtout, alors après, bien évidemment, il y a plein d'opinions différentes, mais chez Alephium, on est d'opinion qu'aujourd'hui, Proof of Work reste un modèle plus décentralisé que le Proof of Stake. Et ensuite, et en fait, l'avantage de partir sur les technologies de Bitcoin, c'est qu'en fait, typiquement, pour réussir à développer le sharding, qui est le mécanisme par lequel Ethereum veut scaler la blockchain, en fait, sur le modèle UTXO et Proof of Work, c'est beaucoup plus simple de créer un algorithme de sharding et du coup de résoudre l'aspect scalable, en fait, sur ça. Et après, du coup, il avait aussi une idée sur comment est-ce qu'on peut rendre le modèle UTXO plus expressif, en gros, sur comment est-ce qu'on peut le rendre aussi programmable que le modèle de l'account qu'on a sur Ethereum. Et du coup, il a présenté différents white papers sur ces technologies. Il les a présentés notamment sur le site de recherche de la fondation Ethereum. Il les a présentés à d'autres blockchains. Mais comme je pense que tout le monde ici peut s'en douter, c'est très dur aujourd'hui sur les blockchains déjà lancées et qui ont déjà une grosse adoption de faire des gros changements technologiques. On a vu le temps que ça a pris à Ethereum de passer au Proof of Stake. Voilà. Donc, c'était vraiment une volonté d'offrir une alternative avec des trade-offs différents et surtout une opportunité aussi de fournir une expérience développeur qui était plus une meilleure expérience développeur que l'on voit sur l'écosystème IVM et Ethereum, où c'est très dur au final d'écrire un smart contract qui soit réellement sécurisé, où c'est très très facile de faire des erreurs. Et du coup, voilà. C'est un petit peu ce qui a motivé la volonté du fondateur de créer une nouvelle Layer 1. Voilà. Ok, donc si je peux résumer, ça serait faire une version d'Ethereum, mais sur le fonctionnement de Bitcoin. C'est ça? Mais Un voilà, peu de prendre le meilleur des deux mondes, ouais. Ok, ça marche. J'essaie La de... programmabilité de Ethereum et le modèle de sécurité de Bitcoin. Et donc, si on va un peu plus dans le détail, il y a une sorte de séparation entre tout ce qui est token sur Alephium et les états des smart contracts. Donc, les tokens sur Ethereum, c'est un smart contract et
les transferts de tokens, c'est l'état du smart contract qui est updaté. Sur Alephium, les tokens sont ce qu'on appelle des first class citizens, des citoyens de première classe, et ils opèrent exactement de la même façon que le token natif. Donc il n'y a pas de distinction entre le ALF, le token principal, et les autres tokens. Ils sont gérés de la même façon par le modèle UTXO. Ils se transfèrent très facilement entre les shards, et donc ça permet vraiment de scaler l'application principale de la blockchain qui est aujourd'hui qui tourne beaucoup autour des tokens. Quel modèle de société, association, bref, comment vous avez construit votre structure? Parce qu'au début, donc, Polto, si je ne dis pas de bêtises, m'a parlé qu'il était dans tout ce qui était partie légale, etc. Quelle est la structure que vous avez choisie et pourquoi? Si vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ça. Parce que quand on parle de blockchain, on parle souvent de décentralisation, etc. Enfin bref, dites-nous un petit peu la stratégie qui a été choisie là-dessus. Tu peux en parler, Maud, ou... J'y vais. Tu veux que j'y aille? Je fasse? J'ai pas Allez, compris. je compléterai peut-être. Ça marche. Alors, la première entité légale sous le projet, c'est une SA, parce que le projet a été lancé par 3 développeurs bien avant que Polto et moi rejoignions l'équipe, et que du coup, c'était la forme légale en Suisse la plus simple à mettre en place. Donc, c'est une SA incorporée à Neuchâtel, donc dans un canton francophone en Suisse. Et on a déjà regardé pour faire évoluer la structure légale vers une une fondation, je ne trouvais plus le mot, vers une fondation dans le futur. Voilà. Donc pas de DAO pour nous. Par contre, on est en train il y a des DAO dans la communauté qui sont en train de se mettre en place. Donc on a eu un premier DAO dans notre communauté qui s'est mis pour mission de supporter la croissance de l'écosystème. Et ça s'est vraiment organisé par les membres de notre communauté, et c'est quelque chose qu'on encourage nous de notre côté, parce qu'on veut vraiment que, au final, ce qu'on appelle les core contributors, donc les membres de l'équipe de début, au final se fondent dans la communauté, et que petit à petit, en fait, on s'efface un petit peu dans une communauté plus grande, et qu'on soit plus important au final dans l'écosystème, ou en tout cas qu'on n'ait plus la même importance qu'on a aujourd'hui, comme on est quand même assez tôt dans le projet. Alors, je dirais aussi que de mon expérience passée avec déjà des gros logiciels libres, j'ai créé aussi des fondations, 2 fondations en Suisse pour des logiciels libres avec un modèle. Une, c'était une simple fondation, et l'autre, c'était une fondation et à côté une entreprise pour tout le côté produit, mais les droits sur le logiciel, le copyright d'un logiciel qui est distribué sous licence libre étaient au nom de la fondation. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte avec les années, c'est que le modèle de fondation, il protège un tout petit peu, mais en fait, la vraie seule protection, c'est que le code, il est sous licence libre, et que tous ceux qui ont eu une copie du code avant un changement potentiel par ceux qui ont le copyright sur ce code, ils peuvent continuer à exploiter le code sous la licence sous laquelle ils avaient obtenu, et le redistribuer sous cette licence. Donc, en fait, la vraie protection, elle n'est pas tellement sur la forme juridique de la structure derrière, mais plus de la licence du code et de qui. Et au niveau de la décentralisation, c'est combien de gens font tourner l'écosystème. Nous, on a la chance d'avoir un peu différents types de communautés qui sont actifs dans d'autres projets, mais aussi sur Alephium, qui ont rejoint, qui font tourner des nœuds, qui font tourner des blockchain explorer indépendants. C'est tout ça qui donne un aspect de décentralisation. Et juste pour juste le dire clairement, donc tout le code qui est lié à la blockchain, tout ce qu'on fait, tout est open source. Voilà. Donc, Super. D'habitude, on parle de modèle économique. Donc là, si j'ai bien compris, il ne va pas spécialement y en avoir. Il n'y a pas de but lucratif. Vous m'arrêtez si je me trompe derrière votre projet, c'est bien ça? Alors, Vas-y.
Je veux dire, il n'y a pas l'entité sous-jacente au projet Alephium, donc la blockchain Layer 1. L'entité en dessous, elle n'a pas de but lucratif. Non, le but de l'entité, c'est vraiment de kickstart, de lancer le développement de la blockchain et de le soutenir jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment d'adoption pour qu'en fait, le reste du développement de face à la blockchain se fasse par les gens qui l'utilisent. Si on a développé quelque chose d'utile, de la même manière qu'on voit dans les logiciels open source, on aura des contributeurs et on a déjà d'ailleurs, des contributeurs qui contribuent à l'évolution du projet parce que c'est quelque chose qui leur est utile. Voilà. Ok. Donc, à l'heure actuelle, il y a quand même, on va dire, une équipe de core développeurs, ainsi que vous-même, hein, qui occupez des différents postes. Je suppose que vous ne faites pas ça bénévolement. De où proviennent les fonds à l'heure actuelle qui vous permettent de lancer en fait ce projet? Je fais que parler, Polto, tu veux répondre? Bon, d'accord, je peux le faire moi. Donc, effectivement, on a fait sur le modèle un peu ICO, on a fait une pre-sale, une pré-vente de tokens avant le lancement du réseau. Donc, on avait déjà un testnet fonctionnel depuis quelques temps et on a organisé, donc vu on est une entité suisse, une entreprise suisse, depuis début 2019, ça commençait à être très clairement régulé. Donc d'un côté, c'est bien, tout est permis légalement. D'un autre côté, c'est très strict, très structuré. Donc on a dû faire la levée de fonds par un intermédiaire financier suisse. Voilà, et on a eu quelques 85 participants en pre-sale. Donc voilà, il y a Vlad qui a posté l'article sur les tokenomics. Donc il y a eu 85 participants qui sont pour la plupart des individus. On a eu, je crois, 4 fonds crypto, des relativement petits fonds crypto, et le reste, c'est principalement des individus. Ouais. Donc, notre argent, il vient principalement de là, de cette pre-sale qui se chiffrait à 3,6 millions, je crois, de francs suisses. Par contre, tu as dit quoi comme montant? 3,6, non, c'est ça? Oui, la pre-sale qu'on a fait, c'est ça. Et en fait, du coup, juste comme on a partagé l'article, mais juste pour le mentionner rapidement, donc aujourd'hui, Alephium, c'est une blockchain proof of work, donc les tokens sont minés, mais au moment du lancement du mainnet, on a minté un nombre de tokens. Donc il y avait une partie qui était allouée pour des ventes, justement pour des ventes de tokens pour pouvoir financer le lancement du projet. Une allocation pour la team et le treasury. Et donc le treasury, c'est aussi pour payer tout ce qui est les market makers sur les exchanges, payer tous les services providers qui sont OK d'être payés en token, et une allocation pour le développement de l'écosystème. Parce que comme on est proof of work, les tokens, on peut pas re-avoir des tokens dans le futur. On n'est pas comme proof of stake où on peut se redonner des tokens plus tard. Ce qu'on a au début, c'est ce qu'on a pour toujours. Et du coup, il y a 86% du supply qui est en train d'être miné et qui sera miné sur les prochaines 80 ans. 80 ans. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la stratégie marketing que vous comptez mettre en place? Parce que quand on veut, de nos jours, vu le nombre de projets qu'il y a, c'est quand même assez important d'avoir une communication marketing pour se faire connaître, pour attirer des nouveaux utilisateurs, des nouveaux projets, des nouveaux développeurs. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu la stratégie qui est mise ou qui va être mise en place? Oui, merci pour la question. Écoute, déjà, on est là. En partie, c'est du marketing, d'aller rencontrer des communautés différentes, dans des langues différentes. Pour l'essentiel, il faut comprendre qu'on a un projet d'infrastructure, on a un projet qui est assez technique. Notre cible première, c'est évidemment les développeurs qui viennent construire des applications qui, elles, sont ensuite utiles aux utilisateurs finaux. Ce sont des gens peut-être souvent moins techniques. Donc l'effort, pour l'instant, étant donné qu'on bosse quand même avec des gens qui sont du niveau de mathématiciens ou de physiciens nucléaires, la première étape, c'est quand même de vraiment bien raconter le projet, décrire la technique, expliquer ce qu'elle permet. Et c'est ça et de documenter, évidemment, le code. C'est ce qui nous permet d'attirer des développeurs qui comprennent les avantages que ça a. En l'occurrence, notre value proposition principale, c'est que tu peux
peux construire des apps qui sont aussi puissantes et versatiles que ce qu'on peut faire sur Ethereum, mais tu peux le faire dans un paradigme de consensus qui est aussi sécure et décentralisé que Bitcoin. On n'aime pas trop le décrire comme ça, mais le fond du truc, c'est quand même comme ça, avec la scalability de blockchain beaucoup plus moderne que ces deux que je viens de mentionner, c'est-à-dire que tu peux faire beaucoup plus de transactions par seconde. Et le tout avec une évolutivité, c'est-à-dire qu'on pourra encore augmenter la bande passante en termes de transactions euh, sur le long terme. Donc, on a en termes de... Donc ça, c'est, si tu veux, la base de la stratégie Clean, c'est d'abord d'écrire le protocole, expliquer ce qu'il permet, recruter des devs, aider l'écosystème naissant en le promouvant aussi. Tu as remarqué tout à l'heure mon intervention, c'était pour parler de l'écosystème aussi. Tout en gardant, si tu veux, une tonalité de fond qui est consistante avec l'éthique première de la crypto, c'est-à-dire qu'on a un écosystème décentralisé, on facilite, on permet, on fournit des outils, mais on n'est pas là pour centraliser ni les décisions, ni les moyens. On ne dit pas aux gens ce qu'ils doivent faire. Et donc, on ne veut pas se survendre, on ne veut pas faire du chill, on ne veut pas faire de l'extraordinaire promotion en promettant du yield ou en faisant des choses avec lesquelles on ne voudrait pas vivre dans 2 ans ou dans 3 ans. Donc, voilà, pour l'essentiel, c'est ça qu'on fait en termes de marketing. On va parler aux gens, on va parler là où c'est relevant. On appuie sur les points qui sont importants. Et voilà. Et si, en tout cas, enfin, c'est pas rajouter parce que c'est un peu ce que tu as dit, mais réinsister. Ce qu'on fait beaucoup, c'est d'aller parler dans des communautés, des like-minded communautés, donc des communautés qui ne sont pas la nôtre, mais qui ont des similitudes, que ce soit dans les valeurs, dans les technologies utilisées. Parce qu'aujourd'hui, de faire dans l'univers blockchain, de faire le choix de construire sur le modèle UTXO et Proof of Work, mais principalement sur le modèle UTXO, c'est quand même un choix radicalement différent de la grande majorité de l'industrie qui aujourd'hui a l'habitude de construire sur l'account modèle de Ethereum, qui est beaucoup plus proche de ce qu'on a l'habitude de voir dans l'univers Web2. Du coup, on travaille beaucoup avec d'autres projets, dans des communautés d'autres projets où on a déjà des similitudes, que ce soit techniques ou idéologiques ou de valeurs et d'idées, parce que c'est des gens qui vont être plus facilement attirés par la value proposition d'Alephium que si on allait essayer de convertir les fanatiques Solana. Je fais un petit clin d'œil au message d'avant, plus haut, que si on essaie d'aller convertir les gens à fond sur Solana et de les convaincre que Alephium, c'était peut-être une meilleure solution. Effectivement, de toute façon, il y aura toujours des fanatiques, hein, sans spécialement se concentrer sur Solana. Il y en aura toujours un petit peu sur chaque chaîne. Et je pense que c'est une bonne stratégie que tout simplement d'aller rencontrer différentes communautés, d'expliquer un petit peu comment vous fonctionnez, comme vous le faites ce soir. On va passer à la dernière petite phase assez rapidement. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous projetez votre avenir? Quels sont un petit peu les différents objectifs de développement que vous avez mis sur le calendrier, on va dire à court et moyen terme? Sur le court terme, on a déjà un wallet. Un des trucs dont on n'a pas parlé, c'est que d'un côté, on fait de l'infrastructure solide, très technique, robuste pour le long terme. Mais de l'autre côté, on a aussi un focus qui est assez original pour une chaîne comme la nôtre de notre taille. C'est qu'on a un focus vraiment affirmé sur le front-end. C'est-à-dire qu'on a une suite de wallets, j'en ai parlé en commentaire. On a un desktop wallet qui est magnifique, qui est utilisable depuis longtemps et par tout le monde. On a un extension wallet aussi pour ceux qui veulent interagir avec les dApps depuis leur browser. Et là, donc, pour répondre à ta question, on a un mobile wallet qui est en phase de testing interne. Donc maintenant, il est prêt. Il faut juste qu'on finisse de le tester pour le sortir. Ça, c'est ce qui concerne les utilisateurs. En ce qui concerne la technique, on a un bridge qui arrive, un bridge vers Ethereum et vers BSC qui permettra de faire circuler de la liquidité et arriver des nouveaux utilisateurs. Tout simplement, au lieu de passer par des exchanges centralisés, ils pourront venir directement par le bridge. Derrière, on a encore une network upgrade qui va probablement adresser la question du block time. Et juste pour revenir sur le bridge, donc le bridge, ce sera d'abord un bridge vers Ethereum. BSC, ça viendra dans un second temps. Et ce que ça apportera à l'écosystème aussi plus précisément, c'est des stablecoins. Parce qu'aujourd'hui, on est une chaîne assez jeune. Donc, d'avoir les stablecoins existants issued directement sur notre chaîne, on est un petit peu trop petit
est trop jeune pour ça, mais ça nous permettra de bridger du coup les stablecoins existants, existants. Le mobile wallet, donc tu l'as mentionné. Le desktop wallet, c'est juste aussi le desktop wallet, il était disponible depuis le lancement au mainnet. Il permet aussi également d'interagir directement avec les dApps, donc on n'est pas obligé d'utiliser la web extension. Le mobile wallet permettra aussi d'interagir directement avec les dApps. Le mobile wallet aussi. Peut-être un petit mot aussi sur le multisig. Donc Ah oui. depuis le lancement du mainnet, on a le support aussi, on a un node wallet. Donc à travers l'API du full node, on peut opérer un wallet directement sur le full node. Et celui-là, il est simple à automatiser à travers l'API. Et cette API supporte aussi le wallet multisignature. Et il y a quelques semaines, on a aussi lancé une petite interface web très simple de coordinateur multisig pour pouvoir signer avec les extension wallet, le desktop wallet et bientôt le wallet mobile au sein du multisig. On a aussi un support, on va dire alpha pour Ledger, tous les modèles de Ledger. Donc pour l'instant, il faut sideloader l'application, donc c'est plus pour les développeurs ou les utilisateurs avancés, mais ça permet déjà de tester l'intégration Ledger et on a encore un peu plus de travail à faire jusqu'à ce que ça soit intégré complètement et officiellement installable par Ledger Live. Et peut-être, alors ça c'est plus développeur related, mais depuis très très tôt, on a eu le SDK. Donc c'est vraiment un outil qui permet aux développeurs d'arriver sur Alephium et de construire très rapidement. Et on a toujours eu un SDK très avancé par rapport à d'autres projets, par exemple, qui sont beaucoup plus matures ou en tout cas plus âgés que nous, qui aujourd'hui n'ont pas encore forcément de SDK fonctionnel. Et du coup, ça permet aux gens de construire beaucoup plus facilement sur Alephium et aussi de faire des apps qui sont beaucoup plus user-friendly au final. Super, eh ben, merci bien pour toutes vos explications. Je pense qu'on va pouvoir entamer les questions de la part de la commu et de moi-même. J'en ai déjà quelques-unes qui me viennent en tête. Alors je vais me lancer. Vous faites une comparaison au niveau de votre projet donc, avec la sécurité de BTC. C'est quand même, si je puis dire, assez... pas présomptueux, mais c'est une grande vision que d'atteindre la sécurité de BTC. Combien de mineurs vous avez actuellement? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre Alors, minage? il y a beaucoup de choses qu'on appelle sécurité. Là, en l'occurrence, on parlait. Alors, il y a, on va dire, le budget sécurité de la blockchain. Ça, c'est le minage ou le proof of stake ou les différentes façons de sécuriser la blockchain. Donc là-dessus, on pourra en parler, mais la chose dont je voulais parler quand je parlais de sécurité, c'est plus au niveau de la sécurité des tokens, des assets et des smart contracts au niveau bug, on va dire, ou au niveau du code. Donc typiquement, le modèle du TXO, c'est vraiment de la possession par l'utilisateur. C'est une clé privée qui doit, ou un ensemble de clés privées qui doivent bouger un UTXO. Pour le dépenser, il faut signer avec des clés. Et il est, entre guillemets, en possession de ces clés. Alors qu'un smart contract sur Ethereum ou sur beaucoup de plateformes, mais c'est Ethereum qui a introduit ça avec le VM. Les tokens, c'est des smart contract state. Donc, c'est des états d'un contrat. Et s'il y a un bug dans le contrat, ça peut affecter tous les ownerships de ce token. Donc, il y a plein de problèmes liés à ça, comme les problèmes de préautorisation sur les tokens. Donc, on doit préautoriser un contrat à manipuler nos assets. Et en général, ça aboutit à des problèmes de sécurité et des fuites, des vols de tokens. Et notamment les re-entrancy attacks où il y a un hack à peu près. Là, ces dernières semaines, il y en a un presque toutes les semaines qui sort. Et après, il y a aussi, juste pour revenir sur la partie minage,
Donc, on utilise une version un petit peu différente du Proof of Work de Bitcoin. Aujourd'hui, avec l'état du réseau, enfin l'utilisation du réseau actuel, aujourd'hui, on est pur Proof of Work. Savoir exactement le nombre de miners, c'est pas quelque chose qu'on peut nécessairement, on peut quantifier en passant par les mining pools, mais tous les mineurs qui minent chez eux tout seuls, qui utilisent leur propre nœud ou qui ont leur propre mining pool et qui partagent pas les statistiques seront pas comptés. Si on compte toutes les mining pools publics, la dernière fois que j'ai regardé, c'était il y a au moins 6 mois, on était aux alentours, je dirais, de 40 000 mineurs qui sont dans les mining pools publics qui publient leurs données de mineurs. Après, on peut regarder ceux qui utilisent le Bootstrap node qu'on a, on peut compter, mais on est aux alentours, il y a 6 mois, on était aux alentours de 40 000. Je me souviens pas quel hash rate on avait, parce qu'on pourrait corréler avec le hash rate qu'on a aujourd'hui, même si c'est pas toujours linéaire. Voilà, après. Alors, je suis pas sûr de faire le calcul juste, mais j'essaye un truc là. Si je fais juste, c'est si on prend la meilleure carte graphique du marché, qui mine avec le meilleur rendement, donc la plus chère aussi, il y aurait 24 000 mineurs à peu près aujourd'hui. 24 000 cartes comme ça, de la plus chère. Donc, je pense que la réalité, ça doit être 2, 3, 4 fois. Parce que tout le monde n'a pas la carte la plus chère, la Oui, ce dernière. que je veux dire, on est d'accord, il y a quand même encore pas mal de petites cartes qui tournent. Et donc, ça répond à une autre question que je l'ai posée, ça se mine donc au GPU. Il n'y a pas d'ASIC pour l'instant chez vous. Non. Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'ASIC, on n'est pas résistant aux ASIC parce qu'on n'y croit pas à la résistance ASIC. Pourquoi tu as un petit sigle Monero alors sur ton logo? Alors, Monero évite il n'est pas résistant. Ils prétendent pas être résistants. Ils prétendent très clairement, en fait, changer d'algorithme de minage à chaque fois qu'il y a un risque qu'on approche la faisabilité d'un ASIC. Donc, ça demande un effort énorme de coordination totale pour faire un hard fork où on fait passer tout le réseau sur un autre algorithme de minage. Donc, plutôt ASIC fuyant que ASIC résistant. Oui, exactement, oui. Ok. Donc c'est pas la voie qu'on a choisie. On a choisi voilà de ne pas être ASIC resistant. Donc actuellement c'est principalement des GPU. Il commence à y avoir des FPGA pour miner de la lithium. C'est pour l'instant pas super économiquement viable. Ça peut être optimisé beaucoup, mais pour l'instant aussi une chose qui vaut la peine d'être mentionnée. Lithium peut être dual ou même trial miné sur la même carte avec d'autres crypto-monnaies. Donc typiquement, Ethereum ne se mine plus, mais il y a Ethereum classique, qui a le même algo de minage que Ethereum avait à l'époque, avant de passer au Proof of Stake. Et cet algorithme, il est, on dit memory intensive, il demande beaucoup de mémoire à la carte graphique. Donc déjà, nous, on peut utiliser des cartes graphiques plus anciennes avec moins de RAM, qui ne marchent plus pour miner de l'Ethereum classique, typiquement avec des cartes avec 2 GB de RAM, 4 GB de RAM. Je crois que même 4 GB, c'est plus utilisable pour Ethereum classique. Vous pouvez encore miner de la lithium avec. Et les cartes plus puissantes qui peuvent toujours miner de l'Ethereum, si on mine à la fois de l'Ethereum qui est intense sur l'usage de la mémoire et à lithium qui est intense sur l'usage des corps GPU, on obtient un meilleur rendement économiquement que si on minait chacun sur 2 cartes séparées. Donc si on a 2 cartes qui minent les deux, on est à peu près à 30% de rendement en plus. Donc ça, c'était pas du tout intentionnel de notre part. On n'avait pas du tout pensé à dual mining, mais c'est une des façons dont on est en train d'attirer énormément de mineurs. C'est qu'ils peuvent augmenter leur rendement en co-minant à lithium avec quelque chose d'autre. Ouais, effectivement, je pense que vu l'industrie du minage en ce moment, enfin à part celle de BTC qui est à part, hein, mais pour le reste des altcoins, je pense que c'est le genre d'argument qui effectivement peut vous amener du monde parce que c'est pas spécialement la joie en ce moment sur tout ce qui est mining.
C'est vrai. Pour revenir un petit peu à votre système, je suis pas sûr que tout le monde ait bien percuté le système du TXO. En fait, la différence qu'il y a de fonctionnement entre le système du TXO et le classique EVM. Il y a Nephalim qui demandait, du coup, avec un UTXO, c'est impossible de bloquer les stables d'un utilisateur. Certaines Très fonctions, bien, on oui. peut voir par exemple sur Tether. Ouais. Oui. Vas-y, Tu veux que Polito, j'y pardon. réponde? Oui, Donc oui, effectivement, un UTXO qui est sur l'adresse d'un utilisateur, il ne peut pas être bloqué. Les UTXO sur Alephium peuvent être détenus aussi par des smart contracts. Et si le smart contract est programmé en sorte à pouvoir bloquer des choses, il peut bloquer les UTXO que détient le contrat. Mais pour ça, il faut vraiment volontairement que l'utilisateur envoie ces UTXO de stablecoin à un smart contract qui permet de freezer, bloquer, saisir des assets. Donc ça va être vraiment par contrat. Alors que sur Ethereum, le seul choix, en fait, c'est de ne pas utiliser des tokens qui permettent la saisie. Typiquement, USDT, USDC permettent la saisie. Donc là, on ne peut pas utiliser le token du tout. Si on veut, Vas-y. si on veut résumer, pour essayer de faire vraiment simple pour les auditeurs qui ont très peu de connaissances techniques, quand on dispose de tokens, en fait, sur le réseau Alephium, qui se trouvent sur nos clés privées, enfin nos clés publiques, clés privées, notre paire de clés, Oui, il n'y a personne d'autre que nous qui pouvons nous en servir. C'est bien ça? exactement, oui. Voilà. Exactement. Et après, je ne sais pas si ça peut être intéressant, je vais juste rapidement expliquer la différence entre le modèle UTXO et le Count modèle, mais on n'a pas beaucoup de temps, donc je ne sais pas si c'est intéressant. Si vous savez le faire en 2 minutes, ça peut être intéressant. Allez-y. Alors, rapidement, donc en gros, simplement, le modèle dans l'account modèle de Ethereum, en fait, ce que ça veut dire, c'est que si on regarde les données qui sont vraiment stockées sur la blockchain, c'est un account et la balance, le montant, en fait, des assets qui sont liés à cet account. Et ça, c'est l'information qui est disponible directement sur la blockchain, sans qu'il y ait besoin d'une quelconque transformation. C'est la data, c'est les data disponibles stockées on-chain. Dans le modèle UTXO, en fait, ce qui est stocké, ce qui est visible, la data qui est sur la blockchain, c'est les UTXO. Et donc, en gros, c'est les transactions. C'est les transactions. Ce qu'on voit, c'est les transactions. Et donc, dans le modèle UTXO, sur la blockchain en modèle UTXO, il n'y a pas de concept de account, il n'y a pas de concept de balance. Et quand on veut, par exemple, si on construit un wallet sur Ethereum et qu'on veut un wallet tout simple qui montre le compte et la balance, ça, c'est des informations qu'on récupère directement de la blockchain. C'est les datas directement. Si on est sur le modèle UTXO, pour pouvoir construire un wallet, ce qu'on va devoir faire, c'est reconstruire la balance liée à une private key. Donc, on va aller chercher toutes les UTXO qui sont liées à une clé privée pour pouvoir reconstituer la balance qui est liée avec cette clé privée. Et donc ça, en fait, d'avoir les UTXO, donc les Unspent Transaction Output qui sont stockés on-chain, ça permet en fait on est sur une layer, sur une base beaucoup plus basse d'informations que ce qu'on a sur l'account model, qui rend plus sécurisé, puisque ça permet justement ce côté-là d'avoir vraiment les tokens qui sont liés à une private key et ces choses-là. Par contre, quand on veut construire des choses au-dessus, c'est tout de suite un tout petit peu compliqué parce qu'il faut reconstruire les concepts avec lesquels on est habitué, par exemple, en Web2. Voilà. Alors, merci bien de cette rapide vulgarisation. J'espère que tout le monde aura bien saisi. J'en profitais justement pour rebondir sur la partie que vous avez évoquée tout à l'heure, les bridges. Donc, vous allez bridger depuis Ethereum, vous allez bridger des tokens, donc divers tokens. Vous avez parlé de stablecoin, d'envoyer des stablecoins donc sur votre blockchain. Comment ça vous allez gérer en fait ce bridge? Parce que comment vous allez faire donc arriver quelque chose qui est géré via un smart contract d'un côté et le balancer sur plein d'UTXO différentes, enfin du coup plein d'adresses différentes au travers de votre blockchain. Est-ce que vous savez un petit peu nous en dire un petit peu plus sur le fonctionnement des bridges, enfin du bridge du moins que vous allez mettre en place prochainement?
Alors Polto, s'il te plaît, je te laisserai me compléter ou m'interrompre, pour me corriger. Mais alors le bridge qu'on est en train de déployer, c'est une fork, enfin c'est une fork du bridge Wormhole, qui est un des bridges les plus utilisés. C'est typiquement, le bridge que Solana utilise pour relier Ethereum et Solana, c'est un bridge Wormhole. Et ça, c'est ce qu'on appelle, c'est un bridge qui s'appelle Lock and Mint. Donc en gros, il y a des smart contracts des deux côtés de la blockchain. Il y a un smart contract du côté de Ethereum dans notre cas et du côté de Alephium. Et en fait, donc les personnes, elles vont envoyer, quand on veut bridger vers une chaîne, on va dire, on va parler du USDT pour donner un exemple. Donc je vais envoyer mes USDT dans le smart contract du côté Ethereum. Les assets vont être lockés dans le smart contract. Ensuite, le bridge, qui est une infrastructure décentralisée, donc les différents personnes qui observent, les différents nœuds qui observent le bridge vont vérifier l'événement du fait que les tokens USDT ont été lockés sur le côté Ethereum, et ils vont informer les smart contracts du côté de Alephium de leur dire voilà, on a le consensus des personnes qui opèrent ce bridge et que cette action a bien eu lieu. Et du côté de Alephium, on va donc minter un wrapped Ethereum. En gros, on va minter un token correspondant au Ethereum, USDT sur Alephium. Et ensuite, pour revenir de l'autre côté, les gens vont envoyer leur wrapped USDT sur Alephium dans le smart contract de Alephium. Et le smart contract va brûler ces USDT, ces wrapped USDT. Les nœuds qui observent le bridge vont observer, qui est pareil, de la même façon d'une blockchain, hein, c'est donc un réseau décentralisé, et quand la majorité du réseau est d'accord de dire que oui, on a bien observé le fait que les tokens ont été brûlés. Ensuite, du côté de Ethereum, le smart contract va débloquer les USDT qui originaires. Voilà. Et par contre, c'est pas nécessairement les mêmes personnes. Si moi j'ai envoyé 10 USDT, c'est pas forcément moi qui vais ensuite les récupérer de l'autre côté. Ça peut changer de propriétaire. Comme le bridge est une infrastructure décentralisée, je sais pas si ça répond à ta question ou si tu voulais quelque chose. Pour moi, c'est à peu près clair. Je pense que la majeure partie des personnes qui ont un minimum de bagou technique auront à peu près compris aussi. Si on prend par contre l'exemple du bridge de Wormhole, est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait un problème d'oracle, comme il a pu déjà survenir entre celui qu'il y a entre Ether et justement Solana que vous avez pris comme exemple? C'était pas un problème de rack, c'était un problème de smart contract côté Solana. Et on essaye d'écrire bien nos contrats. Le contrat côté Ethereum a été suffisamment validé par le temps, on estime. Donc oui, c'est le bridge qui a eu le plus de... Ouais, peut-être pas le plus de problèmes, parce qu'il y a des bridges qui ont tout perdu et allé à zéro. Mais disons que celui-là, oui, il a eu des problèmes. Ces problèmes sont connus. On sait qu'ils sont sur des couches qu'on n'utilise pas, typiquement Solana. Et que le côté Ethereum a été suffisamment testé par le temps. Entendu, Donc ça non, va. ça ne nous fait pas trop peur. C'est plutôt au contraire rassurant de travailler avec une tech dont on comprend les limites et pas quelque chose de complètement nouveau et dont on ne sait pas si ça va tenir dans le temps. Il faut mieux travailler quelque chose qui a déjà fait ses preuves et limite qui a déjà eu de la casse et où on sait où se trouvent les failles et qu'elles ont pu être corrigées. Oui. Fondamentalement, ça correspond avec l'approche globalement très pragmatique qu'on a de la tech. On connaît bien le modèle de sécurité de Bitcoin, intéressant. On comprend bien les outils EXO. C'est toujours la même manière de prendre des décisions. On prend les technologies dont on sait qu'elles fonctionnent, dont on sait qu'il y a beaucoup de gens qui les comprennent, dont on sait qu'elles sont bien testées. Et du coup, on préfère construire là-dessus que de faire du shiny, du brillant, du innovant, mais qui casse tout de suite parce que en fait, c'est mal testé. Tout à l'heure, vous avez commencé à me parler, enfin, vous avez évoqué qu'il y avait commencé à y avoir des DApp qui commençaient à fonctionner un petit peu sur votre chaîne. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes et est-ce
qu'aussi, en parallèle, vous pouvez nous dire si vous commencez à approcher des entreprises? Parce que tout ce qui est des apps, je pense que ça va être plutôt, du C2C, voire du B2C, mais est-ce que vous prévoyez, par exemple, de déployer, enfin, d'utiliser la chaîne un petit peu pour tout ce qui est B2B? Oui, on a d'ailleurs un des créateurs de DApp qui est là dans le chat, CGI. On a fondamentalement, pour l'instant, on a un DEX qui s'appelle Ayin, AYIN. Je vous mettrai le lien après dans le chat. Vous pouvez trader plusieurs. Ah bah voilà, merci CGI. Vous pouvez vous pouvez swapper entre plusieurs tokens, y compris, enfin, avec le token ALF et avec aussi d'autres tokens qui ont été construits sur ALF. Vous pouvez fournir de la liquidité et c'est un DEX qui fonctionne parfaitement, enfin, fonctionne d'un bout à l'autre, classique, le modèle DEX. Vous avez une plateforme de NFT qui est apparue il y a 2 semaines, 3 semaines, qui était Pardon, Comment? je te coupe, mais tu allais le dire, qui est en fait une plateforme qui était lancée sur Multivers X, c'est ça, hein, Sur Aileron, l'ancien Aileron. l'ancien Aileron, et qui ont décidé de migrer chez Alephium, et du coup qui sont live. Et pardon, je te redonne la parole. Ouais. Ouais, vous Désolée. pouvez. Non, mais donc ça veut dire qu'il a apporté complètement toutes les fonctionnalités sur Alephium. Il les a apportées assez vite. Il a maintenant plein d'autres idées, le développeur. Elrond, c'est très poétique ce que tu dis, comme une Dallas. C'était le ticker, c'était EGLD. Il a estimé au bout d'un moment que c'était plus décentralisé. Et donc, il a aimé ce qu'il a vu chez nous. Et on a Walf.io, qui est une loterie multiple avec plusieurs modes de jeu. C'est hyper simple, ça fonctionne super bien. Vous pouvez venir facilement essayer. Voilà, c'est ça, Multiversix, etc. Donc voilà, il y a ça. Il y a d'autres choses qui sont en cours de développement, qui n'ont pas encore apparu, disons, sur les radars. Mais on est hyper excités de voir les gens développer des apps qui fonctionnent et pour des usages qui fonctionnent. Et aujourd'hui, on est beaucoup sur des apps vraiment, on va dire, Web3. Donc voilà, on est sur du DEX. On a été approché par justement des landing protocols aussi qui veulent. On a plusieurs protocoles qui ont été lancés sur d'autres chaînes et qui sont intéressés à lancer sur Alephium, principalement parce que la tech les intéresse, mais aussi parce qu'aujourd'hui, parce qu'en fait, notre communauté, bien que petite, elle est quand même très active. Et aujourd'hui, c'est très dur de construire une communauté sur des chaînes qui sont déjà peut-être plus grandes. Et du coup, on a beaucoup, ça nous a un petit peu surpris, mais en bien, on était contents de voir qu'on a des projets qui initialement étaient lancés sur Polygon, qui nous contactent et qui sont aujourd'hui en train de regarder pour se lancer sur Alephium. Voilà. Après, je pense que ta question, c'était plutôt, est-ce qu'on a du coup des entreprises, on va dire, plus traditionnelles qui regardent aussi Alephium? Et du coup, on a été aussi contacté par on va dire, des entreprises plus traditionnelles ou des business plus traditionnels pour lancer sur Alephium. Certains dans les NFT, mais là, on parle par exemple plutôt de NFT dans le domaine du sport, par exemple, de créer des écosystèmes NFT pour dans le côté sport et les fans. Et toutes ces choses-là, on a aussi des gens, regardez les côtés, on a aussi l'entreprise qui est intéressée à utiliser Alephium pour tout ce qui est un univers de tokens qui ferait de la traçabilité, donc tracked, je ne sais plus parler, des assets. Vas-y. Voilà, donc genre pour traquer, typiquement dans ce cas-là, ce serait par exemple de l'électricité qui ensuite serait utilisée dans leur réseau. Et en fait, quand les gens utilisent l'électricité de leur réseau, ils auraient ensuite un token de fidélité, en gros, un loyalty token, donc comme des points de fidélité mais on-chain, qui ensuite leur donnerait accès à un écosystème plus grand et éventuellement leur donnerait aussi accès dans un troisième temps à des tokens plutôt d'ownership, donc des security tokens comme des shares dans le projet. Donc, on a aussi des entreprises vraiment traditionnelles qui sont intéressées à utiliser Alephium dans des use cases. Après, on est un petit peu comme toutes les autres blockchains. On parle beaucoup avec d'autres projets et on partage d'expériences. Même les grosses blockchains, aujourd'hui, des use cases vraiment avec des entreprises traditionnelles, il n'y en a pas beaucoup.
Il n'y en a pas beaucoup qui ont réellement été des succès et qui ont dépassé le proof of concept. Donc ça reste encore très tôt pour nous, mais aussi pour l'intégralité de l'écosystème blockchain. Alors, Et puis, là-dessus, je voudrais quand même ajouter aussi que 2017, le début de 2017, c'était un peu un moment où plein d'entreprises traditionnelles testaient un peu, typiquement UBS, la banque UBS avait lancé un gros proof of concept sur Ethereum et pas sur une sidechain, un proof of authority, je sais pas quoi, sur la blockchain d'Ethereum à l'époque en proof of work. Et en fait, ils ont réussi à développer quelque chose de, selon eux, utile. Mais en fait, le frein principal était je sais pas le terme en français, scalability. Donc le passage à l'échelle le prototype fonctionne, mais si on veut le faire utiliser par tous les clients d'UBS, c'est pas possible. Ce sera des frais de transaction à plusieurs centaines de francs et d'euros, et de toute façon, ça va pas fonctionner pour tout le monde. Donc, dès fin 2017, quand les frais de transaction ont commencé à augmenter un peu partout sur Ethereum, sur Bitcoin, ça refroidit un petit peu tous ces cas d'entreprise et on attend une solution qui est suffisamment scalable pour répondre à ces problématiques entreprises. Et depuis, on a aussi vu que la plupart des Layer 2, il y a un élément de centralisation qui est très fort. Et donc, ça répond pas forcément à cette problématique de ces banques ou autres entreprises qui essayaient de faire des choses sur la blockchain. Donc là Sachant aussi, qu'évidemment, par le trading, on espère d'apporter des réponses. Vas-y, Vlad, pardon. non, je disais juste le dernier point, c'est que de nouveau, on construit une infrastructure solide sur laquelle on pense qu'une bonne partie de l'activité financière du monde potentiellement pourrait se construire. Donc on n'est pas contre les entreprises, on n'est pas contre le corporate, on développe du logiciel open source, on facilite la construction pour tous ceux qui ont envie de construire dessus. Et on essaie de fournir le meilleur protocole et les meilleurs outils possibles pour que tout ce que les gens ont envie de construire, ils puissent le construire et de manière sécure. Voilà. Après, on est quand même, on croit dans un futur multi-chain, donc on ne pense pas qu'Alephium, ce sera nécessairement la réponse pour tout le monde, pour tous les projets et pour tout ça, mais on pense qu'aujourd'hui, on offre une vraie alternative pour les gens qui ne sont pas nécessairement satisfaits des trade-offs qui sont disponibles aujourd'hui. Et la blockchain connaîtra vraiment de l'adoption une fois qu'on aura justement plusieurs options viables pour construire. Et du coup, c'est un peu notre contribution à l'écosystème. Et voilà. Alors moi, je vais revenir sur un point assez intéressant que vous avez évoqué, donc du coup, tout ce qui est scalabilité. On en a parlé rapidement tout à l'heure, et sauf erreur de ma part, on n'a pas encore parlé de votre protocole du Proof of Less Work, qui, je trouve, sonne bien avec l'esprit marmotte. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Parce que vous avez évoqué tout à l'heure qu'il y avait, que pour l'instant, c'était seulement encore du minage. Donc ça laisse entrevoir qu'il y a une autre solution qui peut venir en renfort si besoin. Enfin bref, si vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette partie. Ouais. Alors pour expliquer assez simplement ce que c'est le Proof of Less Work, en gros, le Proof of Less Work, c'est à la base du Proof of Work. Donc aujourd'hui, on est en pur Proof of Work, la même chose que Bitcoin, rien de changeant. Là où va intervenir le changement, c'est une fois qu'on atteint un hash rate de 1 exahash. Pourquoi 1 exahash? Faudra demander au fondateur, c'est un peu un chiffre magique. C'est 1 exahash, ça correspondait à un moment, je pense, au hash rate de Bitcoin, quand Bitcoin avait connu un certain niveau d'adoption et que les gens considéraient que le niveau de décentralisation de Bitcoin à ce moment-là était déjà bien plus que suffisant. Bref. Donc, quand on arrive à 1 exahash, ce qui se passe sur Alephium, c'est qu'au lieu, donc le coût de miner un nouveau bloc continue d'augmenter, mais au lieu de demander aux mineurs de continuer à fournir en gros plus de computing power, donc plus d'électricité en gros, hein, donc au lieu d'augmenter ce coût purement en électricité, en computing power, passer ce point, ça devient une combinaison de toujours plus, donc il y a toujours plus de computing power,
mais aussi de brûler les tokens. Donc, en gros, et ce qui est important, c'est que les tokens doivent être brûlés avant de miner le bloc, hein, parce que sinon, on n'augmente pas le coût on n'augmente pas le coût de miner un nouveau bloc. Donc, en fait, voilà, passer ce point-là, pour miner un nouveau bloc, les mineurs doivent fournir plus d'électricité et de computing power, mais ils doivent aussi brûler. Et en fait, ça nous permet de continuer d'augmenter le coût de miner un nouveau bloc, mais au lieu que ce soit payé exclusivement en électricité, c'est maintenant une combinaison d'électricité et de tokens qui sont brûlés. Et ça nous permet, pour vous donner pour quantifier, en fait, si un jour on a la chance d'avoir la même utilisation que Bitcoin aujourd'hui, donc si on avait le même hash rate, le même hash rate que Bitcoin aujourd'hui, il gagne toujours des coins. Pardon. Parce que il faut que j'arrête de lire en même temps que je réponds au truc, parce que ça n'a ni queue ni tête. Donc, si on avait la même utilisation de notre réseau que Bitcoin, on consommerait presque 90% d'électricité en moins. Et les mineurs, ils gagnent toujours des Alephium parce qu'en fait, ils brûlent des alphes avant, mais ils reçoivent toujours les blocs reward qu'ils étaient censés recevoir. Mais c'est juste que si on additionne ce qu'ils ont brûlé et ce qu'ils reçoivent, ils en reçoivent moins que s'ils n'avaient pas brûlé avant. En gros, le coût net et le revenu net est plus bas, mais il y a toujours un revenu qui est la mining reward. Donc, le minage des Alephium ne s'arrête pas. C'est juste que le coût avant... voilà. Disons que le coût avant était 100% externalisé et du coup, il y a cette fameuse question qu'est-ce qui pousse quoi? Le prix pousse le hash rate de Bitcoin ou le hash rate de Bitcoin fait monter le prix de Bitcoin? Et en fait, ces deux choses sont liées. Et si le hash rate augmente pendant une période soutenue, le prix monte parce que les mineurs veulent pas vendre au prix actuel parce que c'est devenu plus difficile à produire. Et dans l'autre sens, si le prix augmente, ça attire plus de mineurs. Donc, ça fait que il y a une relation one-to-one à peu près, si on lise sur le temps, entre le hash rate et le prix. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont peur que si Bitcoin voudra un jour 1 million, qu'il consommera toute l'énergie de la planète. Bon, je pense que c'est une peur un peu exagérée, mais voilà, nous, on améliore un tout petit peu l'idée du proof of work à partir d'un certain hash rate en intégrant le proof of burn dans le protocole. Donc, il y a une partie du coût qui va être internalisée. Pas l'entièreté, parce que c'est toujours important d'avoir un coût externe au réseau, le coût de l'électricité, mais une partie du coût va être internalisée. Et donc, on parle bien de burn pur ou alors d'un burn redistribué? Parce que j'ai déjà étudié un Burn cas pur. de burn Pur. pur. Et est-ce que vous n'avez pas peur que, admettons, demain, Alephium, ce que je vous souhaite, prenne en puissance, attire énormément de développeurs, de mineurs, enfin bref, que l'écosystème grandisse fortement, que le hash rate, du coup, il passe l'exahash, et que vous soyez donc en mode burn. Est-ce que vous n'avez pas peur justement que ça vienne réduire un peu la supply encore et peut-être créer des difficultés financières à faire fonctionner correctement, ne serait-ce que pour les utilisateurs? Parce que c'est bien beau de penser aux mineurs, mais du coup, plus il va y avoir de rareté sur votre coin, plus ça va coûter cher aussi aux utilisateurs qui vont vouloir s'en servir, non? Ouais, alors le coin, il y en a quand même 1 milliard. Enfin, l'émission complète sera 1 milliard. Donc il y en a pour un certain nombre d'années de brûlage jusqu'à ce que ça devienne problématique. Et d'ici là, Sachant que c'est divisible jusqu'à la 8e décimale par ailleurs, oui. Ça laisse quand même pas mal d'unités potentielles. 18e. 18e décimale. Excuse-moi, oui, c'est ce que je voulais dire. Et dans tous les cas, d'ici, je sais pas, d'ici bien avant les 80 ans dont on parle, la technologie aura évolué et de nouveau le protocole
que ce soit d'ailleurs le supply et ces choses-là, rien n'empêche les mineurs à un moment de proposer une hard fork pour modifier certaines des décisions qui ont été prises. C'est une des choses qui a été faite aussi dans la blockchain d'Alephium que Polto ou Vlad, je ne sais plus qui avait mentionné, sur l'évolutivité. Je ne vais pas y arriver. Facilité. Évolutivité. Et voilà, ça, pour vraiment, donc on est pareil, notre algorithme de sharding, donc vraiment la partie parallèle, ce qui nous donne l'aspect scalable, il est indépendant du consensus, donc on pourrait aussi éventuellement, tout a été fait pour que les choses puissent évoluer sans se casser les unes des autres, du mieux qu'on peut, hein, il y a toujours un impact de faire évoluer et de changer de technologie, mais on a bien essayé, on a vraiment essayé de faire quelque chose qui soit évolutif pour qu'on puisse bénéficier des avancements qui seront faits dans plein de domaines et de pouvoir évoluer. Donc d'ici à ce qu'on arrive à ce stade-là, idéalement, notre blockchain aura évolué. Et, enfin, je veux dire, d'ici 80 ans, vous êtes peut-être tous très jeunes ici, mais sinon on sera probablement tous morts d'ici là. Donc voilà. Ça marche. Je vais aborder un dernier point, et s'il y a des personnes qui ont des questions, n'hésitez pas à le poser dans le chat. Enfin, il y aura même encore plein de points qu'on pourrait aborder, mais sinon ça va déborder. Après, on pourra continuer entre nous ensemble, hein, c'est juste qu'on coupera l'enregistrement pour que le replay soit digeste. Au niveau des votes, comment ça se passe? Parce que vous parlez du coup d'évolution justement du protocole, vous nous avez parlé de décentralisation. Comment ça va s'effectuer? Les votes s'effectuent au travers des nodes, comme sur Bitcoin, ça s'effectue au travers d'un forum, comment ça se fait? Qui a le droit de proposer des évolutions de protocole? Bref, dites-nous un peu comment ça se passe. C'est très Bitcoin. C'est très similaire à Bitcoin. Il n'y a pas de vote on-chain. Le vote, c'est le nœud. C'est le code du nœud que vous faites tourner. Donc, proposer des modifications, c'est un projet logiciel libre, open source sur GitHub. Tout le monde peut faire des propositions de code. Tout le monde est Satoshi chez nous. Donc le code, si vous aimez pas et que on n'aime pas votre contribution et qu'on la refuse, vous forquez le projet, vous devenez Greg Fright et vous essayez de pousser votre fork sur la communauté. Donc ça peut finir par un succès, ça peut finir par un Alephium Cash ou Alephium Satoshi Vision ou je ne sais quoi. Donc c'est très similaire à Bitcoin dans ce sens-là. D'être minimaliste sur la gouvernance. Ok, très bien, très bien, très bien. Je regarde rapidement si je vois encore des questions dans le chat. S'il y a une marmotte qui veut prendre la parole, n'hésitez pas non plus. Eh bien écoutez, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, je vous propose qu'on mette fin là. Alors je vous remercie bien de votre passage. Merci bien pour toutes vos explications. Merci pour les satoshis dans les tirelires des marmottes. Et n'hésitez pas à repasser si vous avez des petites nouveautés à nous pousser, etc. Ou si vous avez des petites envies de bêta-testeurs, si vous avez envie de ressources marmottes, n'hésitez pas, la commu sera ravie de vous filer un coup de pouce. Et je vous souhaite une excellente continuation à tous. Merci. Merci à vous pour l'invitation et pour les questions.